plus que les conséquences de la modernité, je dirais que c'est les conséquences de la manière dont elle a été pensée. La modernité, c'est un long processus de libération de l'individu, de création d'une forme de sujet autonome, à une époque où l'individu était encore largement, je dirais, enchâssé, enchaîné dans les liens de la tradition, les liens de la religion, la soumission au monarque, à un pouvoir politique absolu. Et donc la révolution de la modernité a consisté finalement à libérer progressivement un sujet, à libérer un individu, mais de quelle manière? Un peu évidemment en brisant des chaînes, c'est-à-dire en brisant les liens de la tradition, les liens de la religion, les liens au monarque, les liens au pouvoir politique. Donc du coup, dans les sociétés modernes, on a eu un peu tendance, et c'était le grand dilemme, à penser qu'il y avait une opposition entre la liberté individuelle et la société. Il fallait détruire un peu des liens sociaux qui étaient aliénants pour créer de la liberté. Le problème, c'est que plus on donnait de liberté, et on s'en est aperçu dans le 19e siècle et au 20e siècle, plus on allait vers des sociétés très très libérales, plus aussi on détruisait la société. Donc c'est un vrai dilemme. Et il se trouve que la plupart des courants de pensée politique, de gauche ou de droite, pendant longtemps, et bien du coup, ont cherché une solution à ce dilemme en disant il faut trouver un autre moyen d'assurer la cohésion sociale, le lien social, qui soit un autre moyen que la loi, que l'État. Parce que la loi et le droit, ça réprime les libertés. Et le moyen qu'ils ont trouvé, à l'époque moderne, ça a été la société d'abondance. On s'est dit, grâce au génie technique, à la révolution industrielle, on va pouvoir créer une société d'abondance qui va faire disparaître les conflits sociaux, les conflits entre les individus. Et donc, finalement, on aura de l'ordre social et de la cohésion sociale grâce au progrès économique, grâce au développement économique, ce qui permettra d'avoir en même temps une société d'individus libres, mais unis, sans qu'on ne soit obligé de recourir à un État fort, à des lois qui répriment trop la liberté. Et donc c'est ça qui nous a mis, en quelque sorte, sur la voie d'une conception du progrès très centrée sur le développement économique. On trouve ça aussi bien dans la pensée libérale, voire ultra-libérale, qui croit que c'est par le marché qu'on va obtenir cette abondance, mais aussi dans beaucoup de courants marxistes qui ont pensé, et ça a été le cas par exemple dans la théorisation du développement au début de l'Union soviétique, qui vont croire que grâce au socialisme, à la planification efficace, on va pouvoir créer cette société d'abondance. Et donc évidemment, vous avez, des manières de penser politique extrêmement opposées, comme des manières marxistes ou des manières ultralibérales, qui se différencient par le moyen, l'État, la planification, le communisme pour les uns, le marché libre pour les autres, mais qui finalement ont une finalité commune, c'est de l'abondance de biens que naîtra la bonne société. Alors qu'en réalité, et malheureusement on le sait bien, la société d'abondance, on l'a créée, ça n'a pas créé plus de liens, ça a provoqué plutôt l'explosion des inégalités, le délitement des liens sociaux, des sociétés de compétition et de rivalité généralisée. Ça n'a pas apporté la sécurité et la paix civile, mais au contraire la montée des violences sociales, des violences tout court, des incivilités. Finalement, ça n'a même pas apporté l'abondance, puisque en réalité, nous sommes des êtres sociaux qui avons beaucoup plus besoin de liens que de biens, si bien que dans des sociétés consuméristes ou d'abondance consumériste, en fait, les êtres humains s'épuisent psychologiquement à essayer de compenser par l'avoir de plus de biens ce qui leur manque en réalité, c'est-à-dire des liens, c'est-à-dire une vie bonne dans une bonne société. Alors, société de progrès humain, je l'ai définie dans toute une série de livres où je m'efforce de faire la refondation anthropologique justement de la pensée politique et économique. Et donc c'est quelque chose de très simple. Ça part de l'idée que le progrès déjà pour un individu, pour un être humain, c'est quoi? C'est de pouvoir concilier ces deux aspirations fondamentales qui sont l'aspiration à être lui-même, par lui-même, pour lui-même, à s'épanouir personnellement de manière singulière, etc. Et son désir d'être d'être bien avec les autres, de faire les choses avec les autres, d'être en communion avec d'autres qui partagent des passions communes, etc. Et donc, un individu qui grandit bien, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui va réussir grâce à la diversité des liens sociaux, des cercles sociaux dans lesquels il peut déployer son existence, qui va réussir à concilier cette aspiration à être lui-même et son aspiration à être bien aussi avec autrui. Et donc, une bonne société, donc une société de progrès, on peut considérer que c'est une société qui va offrir à chacun, dans cette société,
une égale capacité à concilier justement ces deux aspirations. Donc une égale capacité à déployer son existence personnelle et à vivre mieux lui-même, mais en association, en cohésion, en solidarité avec les autres, et par des moyens, en utilisant des moyens de développement ou d'organisation sociale, tels qu'ils préservent l'égale capacité des générations futures à avoir aussi la même liberté et la même bonne société. Donc ça vous donne une société de progrès humain définie finalement par 4 types de critères. Des critères d'égalité, d'égale capacité, des critères de progrès véritablement de la capacité à vivre bien en termes de liberté personnelle, en termes de santé, d'espérance de vie, en termes de capacité de progrès personnel, d'éducation, etc. Donc égalité, liberté et capacité, solidarité, convivialité, troisième critère, et quatrième critère, c'est le critère écologique, c'est-à-dire le déploiement, le développement de la société d'une manière qui préserve la liberté, la capacité de génération future. Et à partir de ça, d'ailleurs, on peut construire, au lieu de prendre le taux de croissance, au lieu de prendre l'indicateur du développement humain de la Banque mondiale, dans lequel vous trouvez encore le PIB à côté d'autres indicateurs, on peut construire des indicateurs de progrès qui s'appuient sur ces 4 critères d'égalité, de liberté, de convivialité, de solidarité et d'empreinte écologique, par exemple, réduite, ou de préservation de la biodiversité, qui permettraient véritablement d'avoir non pas une mesure objective à un moment donné du progrès, ça n'a aucune espèce de sens, mais de savoir dans quel sens va la société. Est-ce qu'elle va dans le sens d'un progrès conjoint de ces différentes dimensions du progrès ou pas? Et ça paraît être la seule finalité souhaitable ou acceptable pour n'importe quel projet politique et donc pour n'importe quelle politique économique. Sur cette question, habituellement, l'idée convenue, et qu'on entend répéter à longueur d'année depuis au moins 30 ans, c'est que certes, ce serait bien qu'il y ait une certaine régulation financière, et à notre époque, étant donné l'effondrement du système financier qui a été provoqué par les folies spéculatives, on trouve peu de gens pour dire qu'il ne faudrait pas réguler davantage la finance, mais immédiatement on tombe sur un obstacle, on dit oui, mais cette régulation n'est efficace que si elle se met en place immédiatement au niveau mondial, au niveau de tous les pays. Parce que si un pays tout seul met en place des règles qui restreignent les libertés de la finance, qui restreignent du coup la rentabilité aussi des opérations financières, eh bien il s'expose à la fuite des capitaux. Les banquiers, les fonds d'investissement, ils préféreront aller sur des places financières étrangères où on les laisse plus libres de faire ce qu'ils veulent et de gagner de l'argent comme ils veulent. Donc il faudrait que cette régulation soit faite partout en même temps pour qu'elle soit possible et efficace. Alors c'est un non-sens, c'est un pur mensonge économique. D'abord parce que c'est des exemples historiques. En pleine crise financière asiatique au milieu des années 90, il y a un pays, la Malaisie, qui a décidé tout seul de mettre en place des contrôles ces mouvements de capitaux, d'interdire un certain nombre de produits spéculatifs, parce qu'ils avaient bien compris que c'était l'entrée de capitaux spéculatifs dans leur pays qui avait provoqué la crise. Et au lieu de suivre les recommandations du FMI, la Malaisie a dit à l'FMI, on n'a pas besoin de votre aide, on va faire comme on veut, et on commence par fermer nos frontières aux produits financiers spéculatifs, aux capitaux spéculatifs, on reprend notre finance en main. Qu'est-il arrivé? La catastrophe pour la Malaisie qu'on lui promettait? Non. La Malaisie est le pays qui est sorti le plus vite de cette crise du milieu des années 90. Donc, alors, a fortiori, la Malaisie, c'est un petit pays dans la finance internationale. Donc, a fortiori, pour des pays, des puissances moyennes comme la France, l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne, etc., a fortiori l'Union européenne, peuvent mettre en place des réglementations financières au plan local sans attendre qu'on soit d'accord au plan mondial. Mais je vais plus loin, c'est-à-dire qu'un pays tout seul, par exemple la France, peut se protéger contre la spéculation, même si les autres ne sont pas d'accord. Il suffit pour cela de prendre des réglementations qui interdisent purement et simplement aux institutions financières et aux entreprises dans leurs transactions et dans leurs opérations sur le territoire économique national de recourir à un certain nombre d'instruments financiers dont on fait la liste. On accepte les instruments financiers qui servent effectivement au financement des entreprises, à leur couverture élémentaire contre un certain nombre de risques, et on proscrit l'usage de tous les autres instruments qui sont des instruments qui servent simplement à spéculer sur d'autres instruments financiers pour faire du profit sur des paris spéculatifs. On sait que ce sont ces produits strictement spéculatifs qui sont à l'origine des grandes catastrophes financières. On peut purement et simplement les interdire. Alors à ce moment-là, les détracteurs de cette thèse disent « Ah ben oui, mais alors tous ces capitaux, ils vont aller ailleurs ?» Ben oui, ils vont aller ailleurs, ben tant mieux.
Et très souvent, on nous dit, quand on agite l'épouvantail de la fuite des capitaux, on commet simplement soit un contresens par ignorance économique, soit un mensonge par mauvaise foi. C'est qu'on confond des capitaux qui sont destinés à l'investissement et des capitaux spéculatifs. Quand vous avez des investisseurs qui viennent en France pour développer des entreprises, développer un marché, ils viennent en France pourquoi? Pas pour faire un jeu de casino et faire de la spéculation. Ils viennent en France parce qu'il y a une main-d'œuvre de qualité, parce qu'il y a des infrastructures de qualité, parce qu'il y a des synergies avec d'autres entreprises qui font qu'ils ont choisi ce lieu-là, parce que le marché les intéresse. Ils viennent pour toutes ces raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la possibilité ou la liberté de faire des jeux spéculatifs. Donc quand vous interdisez purement et simplement certains produits financiers spéculatifs ou techniques spéculatives, vous ne chassez pas ces capitalistes-là. Vous ne chassez pas les gens qui viennent chez nous pour faire du business réel, pour faire de l'économie réelle, pour faire de la production, du commerce. Vous chassez juste les fonds spéculatifs qui ne font entrer des capitaux que pour les faire ressortir, faire des mouvements de yo-yo, afin de faire du profit. Non pas en développant de l'emploi ou de l'activité chez vous, mais faire du profit en faisant des jeux de spéculation qui déstabilisent les marchés financiers. Donc on ne perd strictement rien à faire fuir ailleurs dans le monde. C'est triste pour le reste du monde, mais les autres n'ont qu'à imiter à ce moment-là le pays qui a l'intelligence de mettre en place sa régulation financière. Alors évidemment, ce serait mieux qu'on le fasse par exemple au niveau européen, c'est-à-dire que l'Union européenne s'entende pour mettre en place, elle, des réglementations financières qui protègent mieux notre économie contre des catastrophes financières telles que celles qui ont été provoquées en 2008 par la folie de la finance américaine dans l'affaire des subprimes. Bon, ce serait mieux. Mais comment cela se produira? Ça ne va pas arriver spontanément en Europe, puisque vous avez des pays comme le Luxembourg, la Grande-Bretagne, qui sont des pays quasi paradis fiscaux, dont une bonne partie de la prospérité dépend justement du développement de la finance et de la finance spéculative. Eux, ils ne sont pas d'accord. Donc si on attend d'avoir une unanimité, ne serait-ce que pour pouvoir commencer une négociation sur ces questions, il ne se passe jamais rien. Et donc ça fait plusieurs années maintenant que nous avons une crise financière et rien n'a été fait pour commencer un début de véritable régulation financière contre la spéculation en Europe. Donc comment ça peut se faire en Europe? Ça ne peut pas se faire par la simple négociation polie et diplomatique. Ça commencera à se faire le jour où il y aura au moins un pays qui prendra l'initiative de le faire de manière unilatérale. Ça pourrait être la France. Un nouveau pouvoir en France qui serait décidé de gouverner réellement dans l'intérêt commun devrait avoir comme première mission et impératif de bloquer les mouvements de capitaux à ses frontières pour se protéger immédiatement contre tout déchaînement de la spéculation et de dire à ses partenaires européens, soit on engage une vraie discussion, par exemple, sur cette question de la régulation financière contre la spéculation, soit vous ne voulez pas, et auquel cas la France va prendre de manière unilatérale, en violation des traités européens, des mesures pour protéger sa finance interne et son économie des produits spéculatifs. Et les autres seront bien obligés d'accepter, parce qu'il n'y a pas de mesure de rétorsion possible. On ne peut pas exclure la France de l'Union européenne, on ne peut pas lui envoyer des chars d'assaut, on n'est pas dans le pacte de Varsovie, et donc on peut éventuellement infliger des sanctions financières dans certains cas pour certaines violations des traités, quand c'est prévu, c'est le cas par exemple pour les déficits publics excessifs, etc. Mais la France n'est pas obligée de les payer, et donc il n'y a pas de moyen d'empêcher un pays de prendre des mesures de protection de son intérêt économique national fondamental. Et à partir de ce moment-là, quand un pays fait cela, alors immédiatement, vous avez d'autres qui suivent. C'est-à-dire vous avez d'autres pays qui disent « Ah ben puisque c'est possible, oui c'est vrai, nous aussi on aimerait bien penser à l'Italie, à l'Espagne, on aimerait bien se mettre à l'abri de la finance spéculative. » Alors à partir du moment où vous avez un pays qui ose le faire de manière unilatérale, il a tout de suite des alliés, tous ceux qui ont intérêt à la mise en place de ce type de régulation. Et du coup, en général, c'est ça qui crée une crise politique en Europe et qui rassemble autour d'une table de négociation l'ensemble des partenaires. Donc c'est la bonne méthode. C'est la méthode du rapport de force politique, ce qui suppose évidemment que nous ayons d'autres gouvernants que ceux que nous avons actuellement, qui ont plutôt, semble-t-il, pour seule ambition ce que Milan Kundera appelait l'ambition des feuilles mortes, c'est-à-dire d'aller dans le sens du vent.